Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission d'une dizaine de minutes qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Bon alors normalement demain le 17 décembre c'est la journée des pulls de Noël. Mais vu qu'il n'y a pas d'émission le samedi, je me suis dit qu'il fallait bien faire honneur à cette merveilleuse journée et à notre cher Clippy que vous voyez juste là. Ah, et bien finalement qu'allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien d'un IDE qui est abandonné, d'Android, de sécurité et de cartes. Bref, asseyez-vous bien confortablement, voici les actus du jour. On commence tout d'abord par une mauvaise nouvelle du côté de chez JetBrains, puisque comme vous le savez, ils proposent de nombreuses IDE dont les plus connus sont IntelliJ, WebStorm ou PHP Storm, mais d'autres sont un peu moins connus comme AppCode. Et l'idée de cette IDE, c'est d'améliorer l'expérience autour du développement pour iOS et macOS en n'étant plus obligé d'utiliser Xcode. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, la version 2022.3 est sortie, mais l'annonce a été vite masquée par l'annonce de l'arrêt pur et simple du développement de cette IDE. Alors ils indiquent qu'ils n'ont pas atteint la part de marché qu'ils espéraient et qu'ils mettent donc fin à la commercialisation. L'IDE avait tout de même été lancée il y a 11 ans et sera tout de même maintenue jusqu'au 31 décembre 2023 pour tout ce qui est des failles de sécurité, mais il ne faudra plus s'attendre à des nouvelles fonctionnalités et typiquement il n'y aura jamais de support du futur Xcode 15. On continue avec plusieurs infos autour de l'écosystème Apple. Alors dans un premier temps, iOS 16.3 commence déjà à pointer le bout de son nez avec une première version bêta. La principale nouveauté mise en avant, c'est le support des clés d'authentification de type FIDO comme les YubiKeys, sachant que pour rappel, vous pouvez en acheter par l'intermédiaire de Cloudflare pour à peu près 10 $. Alors je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment et je les ai d'ailleurs bien reçus. La seule chose, c'est qu'il faut se montrer plutôt patient côté délai de livraison. Bon ensuite, je vous évoque le sujet, mais je ne sais pas si en 2022 c'est toujours une information très intéressante, car une équipe dont le nom est d'ailleurs imprononçable vient de sortir un outil pour jailbreaker tous les iPhones sur iOS 15 et iOS 16. Alors l'idée du jailbreak est en quelque sorte de faire sauter les restrictions mises en place par Apple pour notamment accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou encore d'installer des applications en dehors de l'App Store. D'ailleurs tiens, ça m'intéresse, je vais vous faire un petit sondage pour que vous m'indiquiez si vous jailbreakez vos iPhones, car comme qui dirait, ça aiguise ma curiosité. Alors comme d'habitude, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé ou vous pouvez aller directement dans la partie communauté pour y répondre. Voilà toutes les infos autour d'Apple aujourd'hui, mais avant de faire la transition vers les infos sur Android, place aux actus en bref. On commence par une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment Android, mais pas que, puisque la plus grosse conférence francophone autour d'Android, à savoir Android Makers, vient d'annoncer qu'elle revenait les 27 et 28 avril prochains. Vous pouvez déjà acheter les tickets pour environ 165 € pour les 2 jours, sachant que le tarif augmentera après le 8 janvier. Le protocole Matter est un peu ce que tous les fanats de maisons connectées attendaient depuis des années, car chaque fabricant avait ses propres protocoles et applications à installer. Matter, qui est à l'inverse un protocole ouvert, utilise notamment du Zigbee et du Wi-Fi et fonctionne à l'aide de Hub. A ce titre, Google vient d'annoncer que tous les assistants connectés sous la marque Google Home et les Nest vont être compatibles, y compris le routeur Wi-Fi. Et côté Android, le mode FastPair est supporté pour facilement détecter les objets autour de vous ou encore avoir une intégration dans l'application Google Home. Comme vous le savez, les différentes plateformes et frameworks mobiles peuvent afficher des images vectorielles, mais elles ne supportent pas directement le format SVG, qui est en réalité le format un peu couteau suisse qui sait notamment exécuter du code JavaScript. Et un nouveau malware utilise le format SVG pour y inclure un installateur caché dans du code en base 64. Et dans la mesure où le code est exécuté en local, il est difficile de détecter une telle attaque. La recommandation est donc maintenant de faire attention aux images que vous voyez. On voit souvent la Chine comme ce pays où les lois sont souvent discutables, mais c'est peut-être étrange de le dire, mais le gouvernement peut avoir des bonnes idées comme celle de permettre la désinstallation des applications préinstallées. Certes, les applications essentielles comme la boutique d'applications, les applications téléphone et contacts qui sont nécessaires au bon fonctionnement ne sont pas concernées, mais toutes les applications devront être désinstallables complètement et non pas désactivables dès le 1er janvier 2023, si le traducteur Google n'a pas fait trop de fautes de traduction. Ensuite, afin de renforcer la sécurité sur GitHub, certains comptes devaient obligatoirement avoir l'authentification en 2 étapes d'activer pour les plus gros contributeurs à NPM. Mais dès le mois de mars 2023, l'ensemble des développeurs devront avoir cette sécurité d'activer. En réalité, pas 100%, mais ce dont la liste est affichée juste ici qui représente quand même une majeure partie des utilisateurs. A noter également que GitHub va mettre à disposition gratuitement et pour tous les repos le service de scanner identifiant les secrets qui ont été publiés par Megard. Et enfin, pour terminer ces actualités en bref, voici la bibliothèque probablement la plus inutile de toutes. Écrite en JavaScript sous le doux nom de Shitify.js, son objectif est simple, rajouter des bugs à votre code.
Il suffit de la laisser tourner pour détruire votre projet. Voilà de quoi faire de bonnes blagues aux développeurs JS. On reprend avec le Google Play où depuis quelques années Google force à utiliser des versions d'API récentes. Alors à l'heure actuelle on est sur Android 13 et l'API 33 et on a le droit ou même plutôt l'obligation depuis le 1er novembre de mettre en ligne des applications et des mises à jour à condition qu'elles ciblent au minimum Android 12 soit l'API 31. Et chaque année on a le même calendrier où en août c'est uniquement pour les nouvelles soumissions d'applications et en novembre on ajoute les mises à jour, sachant que la version est naturellement incrémentée d'année en année. Google permet toutefois une exception dans le délai de 6 mois si les délais sont trop courts et qu'il y a trop de choses à changer, mais après ces 6 mois, c'est fini, impossible de mettre à jour. Et jusqu'à présent, tout semblait se passer comme sur des roulettes, mais Google a annoncé hier que la deadline du 1er novembre allait être décalée au 31 janvier. Ça veut donc dire que jusqu'à la fin janvier, il redevient possible de mettre à jour des applications qui sont sur l'API 29, c'est-à-dire Android 10. A priori, si Google retarde de 2 mois l'échéance, c'est qu'ils ont dû avoir des retours là-dessus, mais étonnamment, il y a quasiment zéro communication publique. Maintenant, côté sécurité, Google avait lancé en 2019 l'App Defense Alliance afin d'éliminer les applications néfastes sur Android. Alors pour ça, un partenariat a été mis en place avec plusieurs sociétés spécialisées dans la sécurité, mais si je vous en parle, vous allez probablement me dire qu'il existe aussi Play Protect, dont c'est justement le rôle, mais il y a une petite nuance à apporter. L'Alliance est là pour identifier les applications avant qu'elles ne soient installées via une sorte d'API, alors que Play Protect analyse et identifie les applications qui sont déjà sur les téléphones, et d'ailleurs Play Protect s'appuie sur les API fournies par l'Alliance. Donc, dit simplement, l'App Defense Alliance travaille en sous-marin, et Play Protect, c'est la face immergée de l'iceberg. Concrètement, dès que vous mettez en ligne une application sur le Google Play, elle est analysée par les partenaires de Google, donc ça c'est pour le premier rôle de l'Alliance, mais elle en a un second qui a été lancé en bêta sous le nom de Mobile App Security Assessment et qui permet aux applications de se faire en quelque sorte certifier par des organismes indépendants. D'ailleurs, sur le Google Play, vous pouvez parfois avoir un badge examen de sécurité indépendant sur les fiches de certaines applications qui justement attestent de cette vérification. Et selon les retours de Google, cette certification prend 1 mois en général avec 2 failles à corriger. Et enfin, le troisième et dernier pilier dont le nom est assez explicite, puisque c'est le Cloud App Security Assessment, qui va donc, roulement de tambour, vérifier le cloud avec lequel communiquent les applications. Alors de mon côté, j'avais absolument pas connaissance de cette fameuse Alliance, mais le second point sur la certification des applications peut être très intéressant. Par contre, il ne parle absolument pas des prix, et j'imagine que c'est pour cette raison que peu d'applications ont le badge aujourd'hui, sachant qu'il y a principalement les applications de Google, d'Uber et de PayPal. Et pour le dernier sujet du jour, lorsque je vous évoque la notion de cartographie, vous devez probablement penser à Google Maps, Apple Plan, voire même OpenStreetMap, mais voici qu'il va falloir rajouter un nouvel acteur dans la liste sous le nom d'Overture Maps Foundation, qui est une organisation chapeautée par la Linux Foundation, et dont l'objectif est de fournir des données ouvertes autour de la cartographie. Et la particularité est que l'on retrouve autour de la table Amazon, Meta, Microsoft et TomTom, bref, en gros tout le monde, sauf Google et Apple. Mais en lisant l'annonce, j'ai pas tout à fait compris l'intérêt face à OpenStreetMap, et l'idée c'est d'être à un niveau différent de la chaîne. Alors la fondation a pour objectif d'être une sorte de grosse base de données cartographique qui pourra ensuite être reversée dans OpenStreetMap ou dans des services gouvernementaux par exemple. Pour le moment, il ne s'agit que de l'annonce de la création de la fondation puisque les jeux de données ne seront mis en ligne que sur la première moitié de l'année 2023. Dans un premier temps, il y aura les informations les plus basiques comme l'emplacement des bâtiments et les routes. Tout ce qui est navigation POI ou encore données en 3D arriveront un peu plus tard. Sur le papier, l'initiative est donc intéressante, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les données et les éventuels SDK ou API. Et pour terminer ce Dev Café, on va s'intéresser à un outil qui n'est pas directement lié au mobile, mais qui peut quand même avoir un lien. Alors si vous faites du machine learning, vous savez qu'il faut une grosse puissance de calcul, et le plus simple est de se tourner vers le cloud pour essayer de payer le moins cher possible. Et pour vous aider justement dans cette tâche, SkyPilot vous permet de trouver les meilleures offres sur AWS, Azure et la Google Cloud Platform, en prenant en compte la région dans laquelle vous voulez lancer les calculs. Mais l'outil ne s'arrête pas là puisqu'il est capable de relancer les calculs si une VM a flanché ou encore bien veiller à tout arrêter une fois les tâches terminées. Bref, un outil précieux qui s'appelle SkyPilot et comme d'habitude, le lien est en description. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Dev Café, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Pour ce qui est des 2 prochaines semaines, je ne sais pas encore s'il y aura une émission chaque jour vu que j'imagine qu'il y aura probablement un peu moins d'actualité. Du coup, vous trouverez peut-être certains jours des tutos à la place. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi je m'obstine à publier du contenu. Eh bien, tout simplement car pour l'algo de YouTube, si on ne suit plus un certain rythme, il va alors pénaliser la chaîne en termes de recommandations. Voilà, vous savez donc tout. En tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous un excellent vendredi et un bon week-end. Et n'oubliez pas de porter votre plus beau pull de Noël. Allez, à bientôt.